Babissi na nga def. Bonsoir Fadel. na nga def. yaa ngi si jàmm. maa ngi sant. cool. cool naka on continue l'émission en wolof. waaw en wolof mais dama góorgóorlu parce que man dama kontaan naa merci pour l'invitation. Ouais. Et Bégué. Comme je l'ai dit préalablement, Tête à Tête est une émission qui traite de l'entrepreneuriat, de la jeunesse et de la citoyenneté par rapport à ces trois domaines dans lequel travaille Olabisi aujourd'hui. Alors, Olabisi, c'est plutôt l'entrepreneuriat. Bon, la jeunesse, bon, je sais pas, la jeunesse, j'ai 31 ans, bon, j'ai commencé à être vieux. Ouais. La citoyenneté, ça, je vais plus passer la balle à mes associés qui sont très engagés. Donc, j'ai deux associés qui s'appellent Youssou Ndiaye et Oumariam. Et donc, ils sont assez quand même engagés, que ce soit politiquement ou bien même dans des activités. Exactement, voilà. Et puis, ils sont au Sénégal depuis. En fait, ils sont sénégalais. Donc, moi, je suis là depuis un peu moins longtemps. Je suis là depuis 2 ans. Ok. Vous n'êtes pas sénégalais alors? Je viens du Bénin à la base. Je suis né en France, mais mes parents sont du Bénin, quoi. Donc je découvre un magnifique pays et je pense que je vais rester longtemps ici et qu'avec le temps, justement, je vais pouvoir aussi appuyer sur ce côté citoyen sénégalais. Certainement. Inch'Allah. Et par rapport à l'entrepreneuriat, Olabisi, dans quel domaine travaillez-vous exactement? Dans quelle entreprise? Qui est Olabisi? Qui est l'entrepreneur en tant que tel? Alors, en fait, on a créé une entreprise qui s'appelle Wikari. Donc OUICA2RY. À la base, on s'est rendu compte que c'était compliqué d'envoyer des colis vers l'Afrique, quoi. J'étais à Paris, j'avais un colis envoyé à de la famille au Bénin. J'ai eu beaucoup de difficultés. Et quand j'étais en France, j'ai rencontré donc mes associés qui, eux, après les études, sont revenus au Sénégal. Donc, en fait, je les ai appelés. Ça, c'était en 2012. Et eux, ils avaient déjà commencé des activités. Ils avaient créé une société ici et qui s'appelait Speed Mail Service, avec aussi Mohamed Diaye. Et je les ai appelés, j'ai dit, bon, j'étais à Paris, j'ai dit, je vais vous envoyer des colis, on commence à travailler comme ça. Et puis de là, c'est parti. Et depuis 2012, comme ça, on a mis un site en ligne, on a créé un service client, on a commencé à livrer les gens donc, de la France vers le Sénégal. Et aujourd'hui, donc on est en 2018, on est une petite équipe de 20 personnes, on est basé à Sacré-Cœur. On a aussi un employé qui est basé à Paris et un partenaire aux États-Unis, un partenaire en Chine. Et donc on fait, entre ces pays-là, on fait des transferts de colis, quoi, transferts de bagages. Et Wikari, Wikari peut être perçu comme le DHL ou bien le UPS de l'Afrique? Alors non, nous on n'est vraiment pas aussi gros. DHL, vraiment, c'est des gros, quoi. Mais quand même. Mais Inch'Allah, on va arriver là-bas. Et en fait, la différence avec DHL, nous, notre positionnement, c'est juste que on a voulu se placer au milieu, quoi. Donc, on a dit, ok, on va être moins cher que les DHL et les UPS et tout, mais on va essayer d'avoir un meilleur suivi et d'offrir des garanties que certaines solutions informelles ne proposent pas. Par exemple, exactement. Une GP aujourd'hui, elle vous transporte des colis, c'est pas cher du tout. Mais s'il y a un souci, si elle perd votre colis ou bien si le colis arrive cassé, ben c'est fini, quoi. Ou c'est des problèmes, ouais, c'est des problèmes. Alors que nous, c'est garanti, c'est assuré, donc tout est fluide, tout est clair. Et puis en plus, le bureau est là, donc on va pas fuir. Donc c'est ça notre positionnement, quoi. Et par rapport à ça, d'où vous est venue cette envie d'en prendre? Parce que je pense que vous avez fait des études en électricité. Oui, vous aussi, non? Oh, je pense. Non, on a fait des études parce que, bon, avec les parents africains, il faut faire les études. Ouais, forcément. Les études, c'est pas forcément pour soi-même, c'est pour les parents. Parce qu'en fait, j'ai eu mon bac à 17 ans, donc à 17 ans, je savais même pas qu'est-ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Donc on est rentré dans les études, j'avais des bonnes notes. Donc après,
j'ai eu un diplôme d'ingénieur donc en électricité. Donc aujourd'hui, mes amis avec qui j'étais sur les bancs, il y en a qui travaillent dans des grandes structures dans l'énergie. Il y en a qui sont restés en Europe, il y en a qui sont au Ghana, il y en a qui sont un peu partout. Mais moi, en fait, après les études, j'avais envie de... Mon problème, c'était que je voulais pas rester là-bas en France, en fait. Ok. Donc je voulais trouver un moyen de revenir. Donc j'ai essayé au Bénin, c'était pas trop ça. Et avec mes associés, je me suis dit, ok, on peut démarrer cette activité-là. Et puis ça va me permettre après de plus facilement venir m'installer donc au Sénégal. Puisque au final, dans tout business, le plus important, c'est d'être proche des clients, quoi. Ouais, c'est ça. Et nous, notre positionnement aussi dès le début, ça a été de... On a commencé à prendre des clients qui étaient basés en France, mais rapidement on s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel pour des gens qui sont plutôt ici au Sénégal et qui veulent recevoir des colis. Donc en fait, on a un peu pivoté et on s'est concentré sur les clients qui sont au Sénégal et notamment les clients qui avaient besoin de commander des produits sur des sites de vente en ligne. Ouais, comme Amazon. Exactement. Amazon, Cdiscount, La Redoute, Alibaba, le site officiel de Nike par exemple. Donc comme les clients sont ici, l'activité elle a tourné. Et aujourd'hui, le fait d'être ici, non seulement ça me permet d'être plus proche des clients et d'être proche de l'équipe parce qu'on a le siège il est vraiment à Dakar. Et ça permet aussi de plus avoir froid au mois de décembre, quoi. Ouais, ça c'est vrai. Parce que quand tu es dans l'entrepôt en plein mois de décembre, il faut faire les colis là. C'est autre chose. C'est compliqué. Et comment dirais-je, par rapport à votre business, Mhm. vous avez un certain nombre de clients. Comment ça se passe exactement? Le business, est-ce que c'est lucratif? Est-ce que c'est lucratif? Ouais. Ça veut dire quoi lucratif? Non. En fait, on fait du chiffre, on fait du chiffre d'affaires. Et après, maintenant, il y a une différence entre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Donc maintenant, sur le bénéfice, ce que je peux dire, c'est que pour l'instant, on a encore du chemin. Mais machallah, on a quand même pas mal de clients. Aujourd'hui, on tourne à environ 5000 clients. Et on a des clients aussi qui sont assez fidèles, qui sont réguliers. Il y a des clients qui commandent une fois et après ils recommandent plus. Donc ça pour nous c'est pas des vrais clients. Mais on essaie de grandir et puis on essaie de stabiliser l'activité parce qu'au final pour nous le but c'est de pérenniser ça, de faire que ça puisse durer le plus longtemps possible. Et puis après aussi l'étape d'après c'est que on est des Africains, on essaye de s'étendre dans d'autres pays d'Afrique et de favoriser les échanges entre les pays africains. On a ouvert au Mali, on a ouvert au Bénin, au Togo. On va ouvrir dans d'autres pays, sûrement l'année prochaine, les pays de la sous-région. Et l'idée, c'est que, pourquoi pas, on peut faire venir des marchandises d'Europe, des États-Unis, de la Chine, mais il y a aussi des fois des marchandises qu'on peut faire circuler entre nous, dans la sous-région. Donc c'est un peu ça, vers quoi on va aller, quoi. Ok, et par rapport à ça, vous avez maintenant un certain nombre d'années d'expérience, vous avez 6 ans quand même, et vous avez eu à apprendre à cerner carrément le domaine de business, comment ça fonctionne. Quels conseils pouvez-vous donner à ces jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, les jeunes. Ouais. Actuellement, l'entrepreneuriat peut être perçu comme un effet de mode. Beaucoup de gens se lancent dans l'entrepreneuriat sans pour autant savoir comment ça se passe, les réalités exactes de ce domaine. Alors en fait, ça c'est hyper intéressant, et ça c'est des vrais débats. Parce que au final, je pense que le plus important, c'est de faire quelque chose qu'on aime quand on se lève le matin et de pouvoir s'occuper de soi-même, de sa famille et de ses proches. Donc il y a des gens, si vous avez trouvé un bon boulot et que vous êtes épanoui, je sais pas, vous pouvez travailler à Wari ou vous pouvez travailler au restaurant ici, le Tandem, et ça peut très bien se passer. Vous n'avez pas forcément besoin de vous lancer dans l'entrepreneuriat, quoi. Parce que l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'il y a un effet de mode, c'est vrai que ça fait un peu rêver.
Mais la réalité, et c'est un peu derrière les coulisses, c'est que c'est de la solitude aussi, c'est de la solitude, c'est de la pression financière, c'est de la pression sociale. Parce que au début, quand on était en 2012, 2013, 2014, personne ne nous connaissait. Nos familles, que ce soit la mienne ou celle de mes associés, ils ne comprenaient pas ce qu'on faisait. Ils disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne vas pas? Tu as un diplôme, va chercher un boulot. Voilà, va chercher un boulot, va truquer. Qu'est-ce que tu fais? En plus, tu as étudié pendant longtemps. Là, aujourd'hui, tu vis comme un étudiant, comme un vagabond, là. Exactement. Enfin, du coup, c'est compliqué de se projeter. Il y a pas mal de sacrifices. Moi, je me rappelle des samedis soirs où les amis t'appellent, les 20h, 21h, ils sont en train d'aller s'ambiancer là. Tu es à la maison, tu dois finir ton truc. Donc, franchement, c'était des moments, c'est pas évident. Et jusqu'à aujourd'hui, hein, là, ça a changé parce qu'il y a la pression sociale et financière qui est retombée. Il y a d'autres pressions qui sont venues. Mais, donc, on a évolué, et ça, c'est bien. Mais l'entrepreneuriat, c'est pas... Et tout le monde, c'est pour ça que je salue vraiment l'initiative et l'émission, parce que ça permet aussi de parler de ça. C'est-à-dire qu'il faut foncer. Si on est jeune, il faut foncer. Faut pas, si on a un objectif, un rêve, on peut y arriver. Justement, nous, c'est pour ça qu'on a commencé. C'est pour montrer que c'était possible. Donc c'est complètement possible, il faut foncer. Mais il ne faut pas foncer parce que c'est la mode ou parce que mon voisin il l'a fait. Il faut le faire parce que c'est ton... Parce qu'on a une idée. Voilà, tu as ton idée et puis tu le ressens vraiment dans toi, quoi. Et par rapport à cette pression financière, vous avez maintenant diminué cette pression financière. Comment vous avez fait exactement? Est-ce que c'était sur votre propre... ou bien vous avez eu à bénéficier d'aides venant de tiers? Ouais. Alors au début, quand on a démarré, pour les dépenses du quotidien, on s'appuie sur, par exemple, je sais que mes collègues, eux, étant rentrés au Sénégal, étant pas encore mariés, ils vont par exemple, ils habitent chez leurs parents, donc ils ne payent pas de loyer. Moi, j'étais à Paris, j'étais au RSA, donc en fait, c'est des aides des caisses d'allocation familiale là, qui permettent de payer ton loyer, de tout ça. Donc, au moins ça, financièrement, bon, pour le minimum, pour avoir un toit sur ta tête, et avoir des pâtes dans le frigo ou bien au moins du tchèp dans le frigo, c'est bon. Maintenant, après, pour le reste, c'est vrai que des fois, tu dois investir. Des fois, par exemple, nous, à un moment, on avait un stagiaire en France qu'il fallait payer et ça coûte un peu cher. Ça coûte pas très cher, mais ça coûte un peu cher parce qu'il y a un minimum de salaire là-bas, même pour les stagiaires. Donc, à ce moment-là, on appelle les amis, on appelle la famille. Et moi, je parle souvent de mon grand frère parce que mon grand frère, il est salarié dans une boîte, dans les télécoms, et il m'a beaucoup aidé, quoi. Okay. Donc, ça permet vraiment de faire les premiers investissements. Et après, il y a du chiffre qui rentre. Et notre seul objectif, c'était de faire rentrer du chiffre. On ne voulait même pas être sexy, faire des interviews. Tu vois, tu m'aurais demandé en 2013, 2014. J'aurais même pas accepté parce qu'en fait, notre obsession, c'était trouver des clients et faire rentrer de l'argent. Le travail seulement. Voilà. Et ensuite, quand on a réussi à faire ça, il y a des gens qui ont commencé à avoir et on a rencontré aussi des financiers, en fait, notamment une structure qui s'appelle Teranga Capital. Okay. On a commencé à discuter avec eux en 2015, 2016. Et non, c'était 2015. On a discuté pendant 2 ans, ils nous ont observés. Le chiffre d'affaires, il continue à monter. En 2016, on a fait un chiffre d'affaires c'était un peu moins, c'était environ 150 millions. Et en gros, en 2017, ils ont investi 200 millions dans la boîte. Donc, quand on met 200 millions dans la boîte, financièrement, tu fais la fête quand même. Ouais. Tu prends à boire, tu manges. Mais après ouais, c'est marrant parce que par exemple, moi et mes 2 associés, on s'est mariés tous dans cette période-là. Avec les 200 millions. Bon, non, on n'a pas payé l'argent pour le mettre dans le mariage. Mais bref, faut couper ça. Hein. Qu'est-ce que j'allais dire? Mais quand on a reçu cette somme-là, après,
on est dans une pression maintenant où on a des objectifs en termes de, non seulement en termes de chiffre d'affaires, mais en termes de bénéfices, donc en termes de rentabilité. Et on a une pression parce que l'équipe, elle a grandi. Maintenant, quand on arrive au bureau, on est une vingtaine. Il faut être sûr que tout le monde est dans des bonnes conditions pour travailler, régler les petits problèmes de tout le monde. Et on a une pression aussi qui vient, on va dire, d'en haut de l'État, parce que dans la foulée, on s'est formalisé. Ça veut dire que les employés, on les a déclarés. Avant, il y a plein de gens qui bossaient, ce n'était pas déclaré. La TVA, maintenant, on paye la TVA. Les impôts, on paye les impôts aussi. C'est des millions, franchement, par mois, c'est des millions. Et qui partent comme ça pour l'État du Sénégal. Donc c'est bien, il faut, voilà. Contribuer. Mais financièrement, des fois, tu sens que ça pèse. Après, donc même, je te dis, les 200 millions, c'est vrai que c'est beaucoup d'argent. En même temps, avec les petits investissements qu'on a fait, on a acheté aussi du matériel, des véhicules, bref, du matériel et ça part vite en fait, ça part vite. Donc, et voilà. par rapport à ça, Wikari, de 2012 à 2018, il y a une évolution. Vous avez fructifié votre chiffre d'affaires, vos bénéfices, vous avez eu à bénéficier aussi d'investissements venant notamment de Terrain Capital. Et d'ici 5 ans, 10 ans, quelles sont les perspectives de Wikari en tant que tel? Où voyez-vous exactement? Non, on a envie vraiment de devenir un acteur incontournable de la logistique en Afrique, quoi. Okay. Donc, un acteur solidement ancré, genre localement, quoi. C'est ça que je peux dire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des réflexions en interne. Devant la caméra, si tu veux, après je t'en parle, mais on ne sait pas qui regarde. Donc, exactement. Tu vois, on a des concurrents là, surtout là depuis l'année dernière, il y a une vague de concurrents qui sont arrivés. Tout domaine qui marche va créer des concurrents. Ouais, donc, c'est un problème aussi. Donc il faut qu'on essaye d'être intelligent et de préparer les prochains moves, quoi. Exactement. Et par rapport, comme vous l'avez dit précédemment, par rapport aux taxes, aux impôts que subissent les entreprises qui ne sont pas quand même, qui n'ont pas un certain nombre d'années d'expérience, quelles sont les requêtes que vous avez par rapport à ça? Les requêtes que vous avez par rapport à ça concernant la TVA, les impôts et tout ça. Et tout le tralala qui tourne autour. Non, sur le principe, hein, c'est une bonne chose parce que toute activité où tu crées de la valeur, où tu arrives à faire rentrer des finances dans ta structure, tu es dans un pays, tu es sur un sol, tu fais partie d'une société, il faut reverser sa part à l'État. L'État va prendre ça et réinvestir, redistribuer pour le plus grand nombre. Ouais. Maintenant, dans la pratique, ça serait bien de réduire ces taxes-là parce que ça va permettre en fait d'augmenter l'assiette fiscale, on va dire. C'est-à-dire que là, c'est tellement cher qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas payer. Ouais. Donc c'est une minorité qui paye pour tout le monde. Ouais. Alors que si les taxes étaient un peu diminuées et que pour les startups, les jeunes entreprises et tout ça qui démarrent, il y avait aussi des facilitations, ben en fait, avec le temps, on allait avoir, au lieu d'avoir 100 personnes qui payent, ou bien 100 entreprises qui payent, voilà, il y en aura 10 000. Ouais. Et donc, du coup, tu gagnes sur le nombre, en fait. Et tu crées, c'est des mesures incitatives aussi pour, voilà, création d'emplois, création d'entreprises et tout ça, quoi. Exactement. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été mises en place par l'État pour faciliter ça aux entreprises? Oui, non, l'État, vraiment, ils font des efforts, hein, parce qu'on l'a vu, là, il y a la création de la délégation de l'entrepreneuriat rapide. La DER, voilà, la fameuse DER. Et on sent qu'ils sont vraiment dans la dynamique. Ils ont déjà commencé à financer des petits projets. Il y a aussi maintenant... On attend notre investissement nous aussi. Hein. Voilà, mais oui, vous faites quelque chose de très bien. Il ne faut pas hésiter à aller les voir. Yeah. Et nous aussi, si tout va bien, peut-être qu'on va recevoir un financement de leur part. Et au-delà du financement, ils servent d'interface aussi avec l'État parce que eux, ils comprennent ce qu'on vit en tant qu'entrepreneur, en tant que start-upper, en tant que PME, ils comprennent nos problèmes. Donc ils peuvent, comme ils font partie de l'État, ils vont aller parler avec Macky Sall et dire voilà, il faut créer telle loi pour les entrepreneurs, il faut faciliter les choses. Et donc il y a ça vraiment sur lequel ils nous aident. Il y a notamment un projet de loi qui a été lancé là,
par tout l'écosystème là, qui devrait, si tout va bien, être présenté à Macky Sall d'ici la fin de l'année. Peut-être que ça est déjà, enfin je sais pas. J'espère qu'il sera validé. Voilà, donc on espère que ça va être validé. Et puis merci à l'ADER, hein, vraiment, on espère que ça va continuer. C'est super. Par rapport au monde de l'entrepreneuriat, Ouais. il y a Wikali, des jeunes Sénégalais, des jeunes Africains qui ont quitté la France pour revenir chez eux. Connaissez-vous d'autres entrepreneurs qui sont restés chez eux, au Bénin, au Sénégal, au Maroc, et qui ont carrément réussi dans leur domaine? Oui, alors en fait ça c'est une question très importante parce qu'il y a beaucoup de talents ici. Et l'avantage de quand on est sur place, c'est qu'on est plus en prise avec les problèmes locaux. Ouais, c'est-à-dire que nous, du fait d'avoir voyagé, le problème qu'on résout là, on le voit même à travers nos clients et tout, on a démarré sur quelque chose un problème qui est plus un problème de quelqu'un qui a voyagé. C'est-à-dire que nos premiers clients qui ont l'habitude d'acheter par exemple à l'étranger, c'est des gens eux-mêmes qui sont au Sénégal mais qui avaient voyagé. Exactement, qui sont revenus. Donc en fait c'est la continuité de nous, ce qu'on a vécu. Mais par exemple, nous on a beaucoup de respect pour par exemple un Babacar Ngom qui lui, quand il était là, il a commencé sa petite ferme. En fait, il était dans une démarche purement locale, quoi. Et c'est ça qui est devenu Sedima. Et il y a des entrepreneurs, bon, Kabirou Mbodj avec Wari, aussi, c'est quelque chose de très local, qui est rentré même dans le quotidien, je pense, de beaucoup de Sénégalais. MSN, de Earth, voilà, exactement. Donc vraiment, il y a des jeunes, des moins jeunes, et on trouve qu'il y a le meilleur reste à venir, quoi. Et que pensez-vous de l'entrepreneuriat en tant que force? En tant que force? Exactement. Ah oui, c'est la force. C'est la force. C'est la force. Et qu'est-ce que vous permet l'entrepreneuriat, je veux dire exactement? Non, l'entrepreneuriat, en fait, ça devient intéressant quand il y a un aspect un petit peu d'innovation. L'innovation, c'est pas forcément la technologie, la nouvelle appli et tout. L'innovation, ça peut juste être que d'habitude, tout le monde vend des coussins blancs. Toi, tu vas dire non, là, moi, maintenant, je ne vais pas faire des coussins blancs, je vais faire des coussins gris, ou bien des coussins ronds au lieu de coussins carrés. En fait, c'est des trucs simples, mais où on cherche à se démarquer. Et le truc, c'est que il y a toute notre créativité, toute la créativité qui prend sa source dans notre culture, dans notre société. Elle va s'exprimer dans nos entreprises. Et on va créer, en fait, des entreprises, on va créer une économie qui nous ressemble en fait. Exactement. Au lieu de vouloir toujours regarder ce qui se passe en Occident et de vouloir copier ça, amener ça tel quel. Il y a plein de choses qu'on peut faire en se basant sur nous en fait. Donc l'entrepreneuriat peut vraiment aider l'Afrique à se développer. Exactement, et libérer notre génie créatif. Et je pense qu'ainsi, on a fait le tour des questions. Ouais, j'espère que j'ai pas été trop long. Hein. Non, même pas. Mais c'est passionnant, hein, Fadel. Merci beaucoup pour l'invitation. Quel est le mot de la fin? Et une petite parenthèse sur l'artiste aussi. Je ne pense pas que les gens connaissent l'artiste, les rappeurs qu'on a vu sur. Oui, tu y crois, ben, écoute mes sons, ça va te motiver. C'est disponible sur YouTube. YouTube, Facebook, tout ça. Ok. Voilà. J'en profite pour faire une dédicace à mes amis rappeurs. Il y a Taïsin. Dina As de Brick. Ainsi prend fin l'émission tête à tête, ça fait un plaisir. Okay. J'ai le mot de la fin quand même. Allez, le petit freestyle. Les affaires, c'est pas évident, mais ça va marcher. Mon frère, je sais pas comment, mais ça va marcher. Les excuses, c'est pour les perdants. Je veux tout croquer avec toutes mes dents. Les sagesses, j'en ai, mais on me dit que je suis fou. Endetté jusqu'au cou, mais j'entreprends, je m'en fous. Comme un casse-cou, un cascadeur, un rêveur. Ah, j'ai oublié mon texte. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Bon. Non, mais c'est pas grave. Super. En tout cas, ça fait un plaisir. Merci, Fadel. Rendez-vous dans quelques jours pour une autre émission de Tête à Tête. Peace. Peace.